Entrez, entrez. Alors, bienvenue dans cette causerie consacrée à la thérapie. Alors, pourquoi la thérapie? La thérapie permet de libérer la parole. Vous savez que dans le terme de la maladie, dans le mot maladie, il y a mal à dire. Alors, lorsqu'il y a difficulté à se dire, lorsqu'il y a difficulté à parler, eh bien, c'est le corps, votre corps, qui prend la relève et parle à votre place. Mais le langage de votre corps présente beaucoup d'inconvénients. Dans les symptômes, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des craintes, il peut y avoir des peurs. Alors, pour reprendre les rênes de votre vie, il importe d'entrer dans le processus de la libération de la parole, dans le dire, dans le se dire. Beaucoup d'entre nous ont perdu cette habitude de dire. Nous allons voir par la suite comment cette perte s'est produite, pourquoi, et comment on peut s'en libérer, comment on peut devenir libre et ouvert à la vie en disant oui quand c'est un oui et non quand c'est un non. Et lorsqu'on réapprend à dire non, N-O-N, eh bien, on se réapproprie son nom, N-O-M. La chamane sibérienne Anastasia dit que le rôle de chaque parent est de discerner d'où vient l'enfant et ce qu'il est venu faire sur Terre et lui faciliter le chemin, son chemin. Hélas, dans la pratique, cela se passe autrement. Les parents éduquent leur enfant suivant leurs principes, suivant leur manière d'être. Et l'enfant va se trouver rapidement dans un conflit. D'un côté, il a un besoin vital de l'amour de ses parents, et de l'autre, il a un autre besoin vital, c'est celui de se réaliser, de devenir lui-même. Alors au sein de ce conflit, il va chercher des solutions de contournement, mais arrivé à l'âge adulte, ces solutions de contournement vont générer des névroses ou des scénarios de vie. Et si les parents se montraient un peu trop autoritaires, voire légèrement violents ou légèrement agressifs, arrivé à l'âge adulte, l'enfant va confondre l'amour et l'agressivité. Et dans ses rapports à l'autre, il va accepter l'inacceptable, il va accepter l'agressivité, il va accepter la violence, et peut-être lui-même va être comme ça. Alors le rôle de la thérapie, le rôle éminent de la thérapie, est de mettre tout cela au clair et apporter à l'adulte de nouveaux codes de communication, de nouvelles manières de discerner et de voir la réalité pour vivre heureux et en plein épanouissement de son projet de vie. Dans le domaine des scénarios, le triangle dramatique, parfois appelé triangle infernal, occupe une place de choix. Trois rôles possibles, celui du sauveur, celui de la victime, celui du persécuteur. Dans la vie courante, peut-être l'avez-vous remarqué, beaucoup de personnes jouent à longueur d'année le rôle de sauveur, ou au contraire, le rôle de la victime. Plus rarement, heureusement, ceux qui jouent le rôle de persécuteur.
Mais ces trois rôles peuvent être intervertis très facilement. Ainsi, cette petite histoire amusante, un passant voit qu'un homme est en train de malmener une femme. Alors, en gentleman, il intervient et prend la défense de la femme. Et en fin de compte, le couple en dispute lui tombe dessus et le rosse. Voilà, et puis dans les situations de divorce, le conjoint en difficulté prend un avocat qui va jouer le rôle du sauveur et le conjoint de victime va devenir persécuteur. Voilà, ce sont des jeux de rôle qui sont à éviter car ils ne mènent jamais à la liberté d'être. À la liberté d'être. Il est important d'être toujours centré afin d'éviter de tomber dans ces pièges très répandus. Observez autour de vous et vous constaterez que parmi peut-être vos amis ou vos proches ou même parfois des collègues, certains prennent un malin plaisir à interpréter l'un de ces trois rôles. Certains scénarios de vie se mettent en place par la simple utilisation d'un prénom. Ainsi, cet homme, qui s'appelait Patrick, mais que l'on avait pris l'habitude dans son enfance de l'appeler Patoche, arrivé à la quarantaine bien sonnée, continuait de se faire appeler Patoche. Et ce Patoche menait une vie de Patoche, une vie décousue, une vie un peu de loser, un peu de perdant. Voilà donc l'importance aussi du prénom. Cet autre homme, il s'appelait François, qui avait des parents dont la mère avait complètement écrasé le père et qui allait d'échec en échec, mais à tel point qu'à un moment donné, je lui ai dit, François, vous réussissez parfaitement tous vos échecs. Alors on va travailler sur le retournement de la carte. Et on a mis en place une stratégie de contournement de cette peur de la réussite. Et voilà, ce garçon finit par s'en sortir. Alors, cet autre exemple d'un homme dont le père était volage, qui avait quitté le foyer alors que l'enfant était en pleine adolescence, et arrivé à l'âge mûr, cet homme menait une vie sentimentale assez lamentable, allait d'échec en échec. Et là, nous avons travaillé sur la modification de l'image du père. Et cet homme finit par se stabiliser et rencontrer une compagne avec laquelle il est depuis maintenant un certain nombre d'années. Voilà, bien sûr, on pourrait multiplier ce genre d'exemples à l'infini, mais ce n'est pas tout à fait le but de cette causerie. Dans l'un de ses livres, Michel Odoul se sert d'une image symbolique pour décrire les paramètres en jeu d'une personne sur son chemin de vie. Il décrit une calèche attelée à des chevaux, sur le chemin desquels se trouve un obstacle et des ornières. À l'intérieur de la calèche, un personnage qui symbolise le maître intérieur. Le maître intérieur connaît la destination, mais ne sait pas conduire. Le cocher, qui symbolise la volonté, sait conduire, mais ne connaît pas la destination. Les chevaux symbolisent l'émotionnel. S'ils s'emballent, ils peuvent contribuer à verser la calèche. L'obstacle peut simplement arrêter le convoi et les ornières le dévier de son chemin. Alors nous avons eu l'idée de transposer cette image symbolique en un cadran radiesthésique. Sur la BAC, que vous avez à l'écran, nous avons regroupé les 5 paramètres, le maître intérieur, le cocher, l'émotionnel, les ornières
et les obstacles. Il faut d'ores et déjà dire que les obstacles sont des signaux d'alarme qui signifient qu'il convient à la personne de changer de direction, de changer de mode de fonctionnement. Il ne s'agit pas d'éléments à contourner ou à dépasser, ce sont des signaux d'alarme. Dans les images qui suivent, nous allons vous donner quelques exemples vécus et les commenter. Dans ce premier exemple, vous constaterez que le maître intérieur est largement dominé par le cocher, par la volonté, que l'émotionnel est très fort. Donc une telle personne aura beaucoup de difficultés à se réaliser dans ce qu'elle a d'essentiel. Et donc à partir de ce constat, tout un travail devient possible pour modifier le comportement à partir de ces prises de conscience. Dans l'exemple qui suit, le maître intérieur domine, mais tous les autres paramètres sont très très faibles. C'est quelqu'un qui a une toute petite vie, qui ne s'autorise pas grand-chose. Alors également, à partir de cette prise de conscience, il y a la possibilité d'une remise en question et d'une ouverture à la vie, suivant toute une procédure thérapeutique. Dans cet autre exemple, le maître intérieur domine, mais le cocher est très très faible. Il est vraiment en retrait. C'est quelqu'un qui vit dans un monde intérieur, dans un monde d'illusions, dans un monde de rêverie. Et là également, la prise de conscience de cela va permettre en thérapie à la personne de s'ouvrir à la vie, d'entrer dans des formes de réalisation. Enfin, exemple parfait, maître intérieur et cocher sont à égalité. Cette personne arrivera à se réaliser pleinement. Voilà donc ces quelques exemples qui vous permettent de prendre conscience de l'importance de ces tests et de ces mesures. La visualisation de ces paramètres psychologiques facilite énormément la prise de conscience et l'intégration de la situation. Elle donne la possibilité à la personne en thérapie d'entreprendre un travail avec beaucoup plus de maîtrise de la situation, de compréhension et de participation active. Et c'est là toute la magie de l'image, de la visualisation, de la mise en image. Car on sait peut-être, car vous savez peut-être que l'image s'adresse davantage aux facultés du lobe droit, du lobe associatif, émotionnel. Et donc c'est vraiment une démarche qui porte beaucoup plus que la démarche purement verbale et purement intellectuelle. Lorsqu'une plante se met à créer sa fleur, elle se fragilise, elle baisse en énergie. Les bons jardiniers savent qu'il n'est pas opportun de transplanter une plante en pleine floraison. La plante vit à ce moment-là un véritable processus de transformation alchimique. Elle perd une direction de son saut vibratoire et en contrepartie gagne en fréquence, d'où l'apparition du parfum et des couleurs. Pour les êtres humains, le processus est quelque peu analogue. En général, les transformations profondes s'accompagnent d'une dépression. Le monde médical les perçoit en tant que maladie. En ce qui nous concerne, nous appelons ce processus la poussée de l'être. C'est de cette manière que nous le mentionnons dans nos abacs de radiesthésie. Et le rôle du thérapeute à ce moment-là n'est pas d'inciter la personne à regagner des énergies artificiellement, mais l'accompagner dans sa descente en lui expliquant son processus. Et à ce moment-là, en fin de processus, la personne en ressort complètement nouvelle, avec un regard transformé sur la vie
sur sa vie. Alors, nous allons parler à présent des obstacles pouvant survenir en matière de thérapie. Et je vais probablement vous surprendre grandement si je vous dis que l'un des obstacles est le thérapeute. Vous avez bien entendu, j'ai dit le thérapeute. Parce que si le thérapeute endosse son rôle de thérapeute, il va, par son regard, créer le patient dans son rôle de patient. Et pour illustrer mes propos, cette expérience de l'école de Palo Alto, relatée par Václavic. Au cours de l'expérience, un psychanalyste et un psychiatre sont mis face à face, mais chacun ignore qui est l'autre. Et tout au long de la conversation, chacun d'entre eux est persuadé d'avoir en face de lui un malade. Et tout au long de la conversation, plus elle se déroulait et plus ils étaient persuadés chacun d'avoir en face un malade. Alors, qu'est-ce que l'on peut en conclure? On peut en conclure que dans une thérapie, il est important qu'il y ait un côté impersonnel, car s'il n'y a pas ce côté impersonnel, il y a un rapport de force qui s'établit. Et nous avons dans nos ateliers tenté cette expérience où le thérapeute et le patient avaient chacun un masque. Et je peux vous assurer que l'expérience a été extraordinaire. Elle a donné des résultats d'une fluidité, d'une limpidité, d'une efficacité hors norme. C'était une conversation, un échange, comme disent les Russes, d'âme à âme, d'être à être. Et en situation de thérapie, le maître mot est la qualité de la rencontre. Nous allons, pour terminer, dire quelques mots sur les principaux outils que l'on peut utiliser en matière de thérapie. Le plus souvent recommandé est la pratique journalière, au moins 5 minutes, du zazen. Le zazen consiste à s'asseoir en tailleur ou bien sur un petit banc de prière et de fixer son attention sur la respiration. Malgré tout, les idées viennent, vous ne les chassez pas, vous ne les retenez pas, vous les laissez passer. Et au bout de quelque temps, au bout de quelques journées et journées de pratique, il s'établit la juste distance entre le monde des idées, le monde imaginaire, l'imagination et vous-même. Ainsi, par exemple, le fameux malade imaginaire de Molière n'est pas une personne qui se croyait malade, c'est quelqu'un qui se rendait malade par son imaginaire. Alors, en matière de thérapie, il y a un véritable sésame, ouvre-toi. Et ce sésame, ouvre-toi réside en un seul mot, jusqu'à présent, en une seule phrase, jusqu'à présent. En effet, beaucoup de personnes confondent le passé, le présent et le futur. Et ils disent très souvent, c'est toujours comme ça a toujours été comme ça, c'est toujours comme ça. Et en disant cela, ils contribuent à créer de la magie noire, c'est-à-dire qu'ils entachent la chambre du futur. Alors, le travail consiste à se mettre dans la chambre du présent et à regarder les événements du passé, comprendre ce qui fait qu'ils sont arrivés, en quoi la personne en thérapie en est responsable, en quoi elle en est à l'origine. Et ainsi, ces événements du passé peuvent être modifiés par justement un changement de regard.
Quant à la chambre du futur, le patient peut programmer d'autres événements, peut programmer d'autres projets de vie. Et de cette manière, il est aux commandes de sa vie. Cette abaque de radiesthésie permet d'obtenir des résultats extrêmement intéressants et rapides. En radiesthésie, il est possible de remonter dans le temps. Ainsi, on peut déterminer à quel moment les énergies du patient ont chuté. Et à ce moment-là, proposer, demander au patient de se rappeler des événements qui se sont produits à ce moment-là, à cette époque-là. Et aussitôt vont apparaître les liens, les passerelles entre ces événements et les dysfonctionnements cellulaires ou les problématiques existentielles que le patient est en train de vivre. Cet autre abaque de radiesthésie permet de lire les chakras non pas dans l'absolu, mais en rapport avec quelqu'un. C'est-à-dire, cet abaque permet de lire l'influence d'un autre sur vos chakras. En thérapie de couple, cette pratique radiesthésique donne des résultats d'une rapidité extraordinaire. Cette lecture permet de comprendre en quelques minutes toute la problématique du couple et donc beaucoup plus rapidement et plus facilement venir en aide. Cet autre abaque permet de lire l'état de santé des 7 corps, de nos 7 corps, et ainsi obtenir un véritable scanner, un véritable scanner de l'être qui permet de comprendre le patient en profondeur et l'aider sur son chemin de vie. Nos quelques références de livres pour en savoir plus, livres papier, livres dans la librairie électronique, Ipsotech, et enfin, si vous souhaitez nous joindre, nos coordonnées.